Good evening, everyone. I'm going to do a little introduction in English, but the event will be in both languages. Welcome to Reed Hall, Columbia Global Centers, Paris. My name is Grant Rosenberg, and I'm the Research and Programs Officer at the Institute for Ideas and Imagination, upstairs. If you haven't yet heard about the fellowship, about the Institute, it's a fellowship program that welcomes writers, artists, composers, and others for a year working on a project and presenting their work here publicly. We have several remaining in the year, including tomorrow night at 7 o'clock in this room when we have Emeka Ogbo, a Nigerian sound artist. He was usually based in Berlin when he's not in Lagos. And he'll be talking about food and foodways in relation to the migrant experience. But tonight we will be hearing about a very interesting book from three people. This book is a very important contribution to the scholarship about World War I and the immediate subsequent years. The book is called En guerre pour la paix, Correspondance Paul Destournel de Constant and Nicholas Murray Butler, 1914-1919. It was curated and annotated by Nadine Okunde and Stéphane Tizon. The book looks at this correspondence between a very notable Frenchman and a notable American who, among other accolades, was the president of Columbia University. It takes us from the beginning of the Great War through the Treaty of Versailles. Stéphane and Nadine's research, therefore, also involved Columbia Library, the Butler Library at Columbia, and its dense archives. They will tell us more about that this evening. There will be copies of the book, which is en français, later in the evening for purchase, courtesy of the Shan Bookstore. They are joined here in conversation with Jean-Maurice de Montremy. He is the co-founder of Les Éditions Allemands, the book's publisher. He is also a journalist, literary critic, and he headed up the literature section of La Croix. He was also the editor-in-chief of Lire magazine. Stéphane Tizon is a senior lecturer in contemporary history at the Université du Mans. He is also a researcher at the Temos Lab for Temps, Monde et Société. It's also a good time to remember to silence our cell phones and verify that they're on vibrate. His main field of study is on war in the late 19th century and early 20th century and its collective effects. Nadine Okunde is a researcher at CIRIS, which is Sorbonne Identité, Relations Internationales and Civilisation de l'Europe, and a specialist in diplomatic relations and international stakes in the modern world, particularly with a focus on the Balkans and southeastern Europe. As I said, our guests will speak probably mainly in French, and will take questions in both languages at the end, and they will, of course, sign copies of the book. So let's welcome them. Thank you. Good evening. I'm sorry because I won't speak more English than in the present time because I spoke English when I was young and I forgot everything. So my English is so poor and so colloquial that I will speak French. I speak it better, I hope so. Donc bonsoir. Et ce sera donc en français que je m'exprimerai. Je vous présente mes excuses à ce sujet. Donc les présentations de nos deux intervenants ont été fort bien faites. Et la première question, avant de parler peut-être de cet ouvrage, dont je vous dirai tout le bien que je pense, non pas parce que j'en suis l'éditeur, parce que j'en suis aussi le lecteur, j'ai tout lu jusqu'au bout et même plusieurs fois. Et je peux dire, plus je le lisais, plus ça me passionnait, plus je trouve ça remarquablement écrit, notamment par Destournel, puisque Destournel, vous le lirez dans la langue originale, alors que Butler a été traduit de l'anglais. Donc on le lit dans l'excellente traduction qui a été faite notamment par Nadine Okunde. Mais je pense une des grandes qualités, avant tout le contenu dont nous allons parler, c'est se souvenir que l'écriture de Destournel est formidable. Donc on a affaire, pour moi, éditeur, à côté de l'intérêt historique de l'ouvrage, on a affaire à une révélation qui est un écrivain d'une très grande qualité, et c'est sans doute aussi, à côté de son rôle politique éminent, de ses intuitions sur le XXe siècle, qui sont aussi celles de Butler, de tout ce qu'il va penser. Je pense que ce qui fait que cette correspondance sera lue et restera, même s'il faut du temps pour qu'on l'acclimate, c'est la qualité avec laquelle Destournel notamment évoque
ce que, avec un mot, on va prendre un mot allemand, en dépit des circonstances de cette guerre, que ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, l'esprit du temps, l'air du temps. Pas une ligne de quoi qu'ils parlent, qu'il s'agisse de la vie à Paris, qu'il s'agisse de problèmes politiques mondiaux, qu'il s'agisse de description de l'état de guerre, de la violence qui est dans la société, pas un mot n'est détaché d'une atmosphère littéraire, d'une évocation très prenante, où on comprend tout, on comprend. Un débat politique n'est pas simplement un débat politique, on comprend les gens, on comprend l'atmosphère, on comprend l'ambiance, on voit ce que c'est que Paris. Et je veux dire, les gens qui aiment Proust, qui bien sûr sont contemporains, un peu plus tard Paul Morand qui caricaturera un peu le style de Proust, eh bien ils vont retrouver un véritable écrivain et qui vaut Barès, le Barès des bons moments, qui vaut droite ou gauche, tous les gens qui vont s'exprimer. Et je pense que cette qualité littéraire est aussi une grande charge du livre. Alors, j'ai fini pour les compliments sur le style littéraire d'Eston, mais c'est important. C'est-à-dire que si vous lisez ce livre, vous ne vous embêterez jamais. En dehors de son intérêt historique, vous admirez cette écriture qui nous parle des gens tels qu'ils sont, de l'ambiance telle qu'elle est, des conflits qu'ils vivent, de toutes les subtilités qui font que nous sommes autre chose que des témoignages historiques. Alors, ceci étant dit, ma première question à nos deux amis, c'est justement, on l'a bien dit en un instant, nous avons affaire à 2 prix Nobel. Rien que ça, c'est destiné à nous ennuyer très profondément. Parce que on vous dit, c'est quoi le mérite de Monsieur Attel? Il est prix Nobel. Bon, d'accord. Après, on va dire de M. Butler, il est le patron de Columbia. On dit très bien, patron d'université, c'est sûrement important, mais enfin, il y en a beaucoup. Destournel, on va dire, il a été fonctionnaire aux affaires étrangères, il a été sénateur, il a été prix Nobel lui aussi. Très bien. Rien ne suscite plus d'émotion qu'un intérêt purement factuel. Et je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'ils ont fait et l'importance de la correspondance, c'est de parler de la fondation Carnegie, dont ils sont tous les deux l'émanation et les acteurs. Une nouvelle fois, on va vous dire une fondation, c'est une ONG, enfin c'est avant les ONG, ça s'appelle autrement. Ouais, quel ennui, une fondation, c'est des gens qui font des trucs dans leur coin, et bref, tout ça est extrêmement peu attrayant. Au pire, on va se dire c'est un intérêt purement spéculatif, etc. Et ce que je voudrais, c'est que vous nous définissiez d'abord, au fond, ce qu'il y a de très important de ce que c'est qu'une fondation, ce que c'est que la fondation Carnegie. On va revenir en 1900, enfin au moment où les 2 personnages se rencontrent, en 1900, ce ne sont pas uniquement des émanations, ce qu'on appelle maintenant d'une manière très ennuyeuse des ONG. Tout à fait. Tu commences sur la fondation Carnegie. Tu fais les photos. Je vous remercie tous d'être venus ce soir. Ça marche ou... Ouais, mais il faut que je passe tout. Ça marche pas, d'accord, c'est pas grave. D'accord. Donc là, on va commencer justement avec la dotation Carnegie. Donc la dotation Carnegie est évidemment née de la volonté de ce milliardaire américain, Andrew Carnegie, dont la vie, je le souligne tout de suite, embrasse tout le 19e siècle. C'est assez exceptionnel, une telle longévité à cette époque, et qui, après avoir fait fortune au lendemain de la guerre de sécession dans l'acier, puisqu'il avait bien compris la modernisation vers laquelle le monde se dirigeait, il a créé donc, à la fin de sa vie, en novembre 1910, il a créé une fondation pour la paix internationale. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de ces gens qui, une fois fortune faite, a voulu en quelque sorte la prolonger sous une autre façon et donc redonner en quelque sorte cette fortune à d'autres. Et il l'a fait à travers un angle qui est très particulier, c'est l'éducation. Donc, contrairement à d'autres fondations américaines qui ont suivi, on ne parle pas vraiment d'humanitaire au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais il y avait cette idée que si on éduquait les gens, si les gens avaient accès à la connaissance, et surtout s'ils y avaient accès gratuitement, peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils auraient moins tendance à se faire la guerre. Et que si la guerre ne pouvait être éradiquée de la Terre, enfin de la planète, là je paraphrase un peu de l'anglais, il espérait au moins qu'on pourrait organiser la guerre grâce à un code qui s'appelait le droit international. Et donc, à la fois, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le droit international qui a abouti ensuite aux institutions de La Haye,
Mais en même temps, il y avait cette idée que si les peuples se connaissaient mieux, et s'ils se connaissaient mieux grâce à la connaissance, donc grâce aux livres, peut-être qu'ils s'entendraient mieux. Et donc cette fondation Carnegie est née de là. Elle s'est appelée la dotation pour une raison très simple, c'est qu'il y a un don. Ce don à l'époque était de plus de 10 millions de dollars. Je crois qu'aujourd'hui c'est quasiment inégalé. Même Bill Gates n'arrive pas au montant qui a été consacré à la dotation Carnegie. Donc c'est un don qui devait s'incarner dans un accès, encore une fois, gratuit à la connaissance. Bon, ceci dit, Andrew Carnegie était quand même quelqu'un d'assez pratique et il avait tout un réseau d'organisations Carnegie qui ont existé même avant 1910 et dont vous avez ici la liste. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a notamment, je pointe celle de 1905, et celle de 1905, c'est un fonds de pension pour les instituteurs à la retraite. Donc il y avait de nouveau cette idée déjà de connaissance et de éventuellement permettre aux instituteurs à la retraite de pouvoir continuer à vivre. Puisque comme vous le savez, le système d'éducation sociale, de sécurité sociale n'est pas exactement ce qui existe le plus aux États-Unis. Il y a également le fonds pour the Carnegie Hero Fund Commission qui existe toujours, parce que toutes ces institutions existent toujours. Si aujourd'hui vous sauvez quelqu'un d'un tsunami, vous pouvez poser un dossier qui reconnaîtra le mérite de votre acte et vous aurez donc droit à une somme qui reconnaîtra ce mérite. Aujourd'hui, et c'est quand même aussi important, l'organisation Carnegie au sens large du terme recouvre 26 institutions ou organisations. Ceux d'entre vous qui sont allés à New York connaissent peut-être le Carnegie Hall, mais il y a aussi Carnegie Mellon University, un institut de recherche en biologie et en physique qui est à Washington, et bien sûr donc la dotation Carnegie pour la paix internationale qui est toujours extrêmement active, qui est un de ces centres et pôles de réflexion avec 6 bureaux à travers le monde. Paris, le bureau de Paris n'existe plus, mais il y a Moscou, New Delhi, Pékin, Beyrouth, parmi les endroits où la dotation existe. Donc notre milliardaire crée sa dotation et rencontre Butler et Destournel. Et de là naît cette amitié entre Butler et Destournel, notamment. Avant de continuer, je crois, sur l'angle américain, je pense qu'il faut commencer à parler de Paul Destournel de Constant, dont je suis extrêmement honorée. Nous avons les descendants ici parmi nous, Monsieur Leguillard, et je vous remercie d'être venu. C'est un honneur de vous avoir ici. Et donc, nous pourrons avoir peut-être certains de vos commentaires sur Paul Destournel plus tard. Mais en attendant, Stéphane, qui est donc le spécialiste de Paul Destournel de Constant, va peut-être dire quelques mots. Alors, je vais revenir un peu sur les choses, sur les diapositives, parce qu'on va zapper un peu comme ça de temps en temps, parce que notre conversation va se faire au fur et à mesure des questions, des remarques. Donc voilà. Pour répondre à votre question également, ce qui est intéressant pour ces deux hommes, c'est qu'en effet, on a des éminences grises, mais qui ont considéré finalement qu'ils avaient un rôle beaucoup plus important que s'ils avaient joué un rôle ministériel ou politique de premier plan. Et Paul Destournel de Constant, que vous avez ici, par 2 reprises, aurait pu à 2 reprises devenir ministre, en 1896 puis en 1911, parce qu'il était l'ami de Joseph Caillaux, qui est président du Conseil à cette époque-là. Et en 1896, il n'est pas choisi parce qu'il est Dreyfusard. Et en 1911, il décline finalement l'invitation parce qu'il estime qu'il aura plus d'influence grâce à ses réseaux, et notamment un réseau qu'il a créé de parlementaires en France et en Europe, et grâce à la dotation Carnegie, plutôt qu'en ayant une fonction politique majeure qui est celle de ministre. Ça pose d'ailleurs beaucoup de questions, même encore jusqu'à nos jours finalement. Est-ce qu'on est plus efficace dans un gouvernement qu'ailleurs ? C'est vraiment une question importante. Alors, la correspondance, vous l'avez ici à l'état brut.
et vous avez ici donc le volet notamment français. Ce sont les 10 premières lettres que Paul Destournel de Constant adresse donc à Nicolas Murray Butler à partir du 15 août 1914. Et juste pour vous montrer un petit peu ces fonds avant d'évoquer les deux hommes l'un et l'autre. Voilà donc les deux centres d'archives où nous avons trouvé ces documents, les archives départementales de la Sarthe, où par chance l'ensemble de la correspondance est très très bien classé de 1 à 1500, puisqu'il y a 1500 lettres qui vont de 2 ou de 1 à 2 à 120 pages. Ce qui veut dire qu'on avait une documentation totale simplement du côté français d'à peu près 5000 pages. Alors on en a édité qu'une toute petite partie, puisqu'on s'est arrêté, elle va de 1914 à 24, et on s'est arrêté à l'année 19. Donc on aura un deuxième volume à publier par la suite sur les années 1920-24, où il y a encore à peu près 800 à 900 lettres. Bon. Du côté américain, alors là je te laisse présenter peut-être le fond lui-même. Côté américain, alors autant côté français, comme l'a dit Stéphane, tout est très bien classé, c'était parfait. Côté américain, c'était littéralement aller à la pêche. Les archives Carnegie ont été rapatriées, le bureau français a fermé dans les années 40, au début de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les archives ont été rapatriées à Washington et ensuite à New York. Elles ont été données à l'Université de Columbia en 1953, mais n'ont jamais été véritablement classées. Donc, il a fallu être persistant, il a fallu être déçu, il a fallu être enjoué, et puis surtout, il a fallu être un peu très, très, très tenace pour reconstituer le fil de toute cette correspondance qui était éclatée dans ces cartons dont vous avez ici le volume 137. Chaque carton fait à peu près 800 pages. Les lettres étaient là ou elles n'étaient pas là. Donc c'était un travail minutieux, presque comme un travail monastique par certains aspects, mais on y est arrivé grâce à Stéphane qui faisait des recoupements. Et donc nous avons travaillé chacun dans nos deux univers. Nous avons travaillé aussi de concert. Et le résultat, donc, on a dû probablement balayer entre 6 à 10 000 pages de documents. Et donc nous vous en présentons ce soir un extrait. Donc vous avez ici quelques images. Donc là, par chance, vous voyez, tout est tapuscrit. Heureusement, parce que les lettres elles-mêmes, les originaux, donc vous avez ici une lettre qui est la numéro 19 du 22 décembre 1914. À l'origine, elle n'était pas directement dictée par Paul Destournel de Constant, mais elle était rédigée avec donc des paperoles, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Maurice. Les paperoles sont célèbres à cause de Marcel Proust, qui est connu pour... il écrivait son texte, puis il rajoutait des petits bouts de papier, des languettes, des trucs, des machins, il rayait, et à la fin, on tirait un papier, et il y avait plein de petits lambeaux de papier collé qui étaient ses corrections. Ben, c'est la même chose. Voilà, donc vraisemblablement, il rédigeait ces morceaux de papier au Sénat, puis il les collait les uns aux autres pour donner du sens. Et vous voyez que si nous avions dû retranscrire l'écriture originelle de Destournel de Constant, ça aurait été un travail assez considérable. Et donc, par chance, il les a chaque matin à 9h30 dictés à sa secrétaire. On le sait parce que tout est indiqué dans la correspondance. Et donc, cette correspondance a été menée jour après jour. Il faut imaginer qu'il n'y a pas une journée quasiment sans qu'il n'écrive, ou au moins au Sénat, un brouillon. Et on a une lettre, en gros, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Elle est ensuite acheminée par la voie diplomatique vers les États-Unis, avec un délai d'une quinzaine de jours pour parvenir donc à Nicolas Murray Butler. Donc voilà cette lettre. Alors, les personnages dont nous parlons depuis déjà quelques minutes, précisons un peu qui ils sont. Donc Paul Destournel de Constant, prix Nobel de la paix 1909 avec Auguste Bernert, qui était belge. Il obtient le prix Nobel de la paix pour 2 raisons. Parce qu'il a été l'un des premiers il a réussi à faire exister la cour d'arbitrage de La Haye, qui a été fondée par la conférence de La Haye de 1899. Cette cour d'arbitrage, elle avait été indiquée dans ce traité, mais les paroles volent et les écrits restent, dit-on. Pour autant, il faut absolument
qu'une affaire soit déposée pour que cette cour existe. Et donc Destournel est allé en 1902 aux États-Unis, première rencontre avec Butler et avec Carnegie, et il a convaincu le président américain Theodore Roosevelt de déposer une affaire, alors relativement secondaire, dans cette cour d'arbitrage de La Haye. Alors, je distingue bien, c'est pas la cour, le tribunal. Le tribunal d'arbitrage, on en parle beaucoup du tribunal pénal aujourd'hui. Il naît après la Seconde Guerre mondiale. La cour d'arbitrage, elle existe toujours et elle règle aujourd'hui encore beaucoup de litiges maritimes. Elle nous a évité une guerre, notamment en 2016, pour les îles Paracels et Spratley, en mer de Chine, puisque la Chine convoite ces îles. Donc, elle joue un rôle toujours fondamental aujourd'hui au niveau international. Et donc, Destournel a réussi à faire exister cette cour d'arbitrage en allant aux États-Unis convaincre Roosevelt de déposer une affaire. Il a aussi vraisemblablement pour une deuxième raison, il obtient ce prix Nobel de la paix, parce qu'en 1909, il est sans doute, j'en ai pas vu d'autres pour le moment, le seul parlementaire français depuis la guerre de 70 à avoir prononcé un discours à la Chambre des Seigneurs à Berlin, c'est-à-dire vraiment l'équivalent du Sénat à Berlin, devant la cour, le chancelier de l'époque, pour prôner le rapprochement franco-allemand afin d'éviter une guerre, et en posant la question du règlement de l'Alsace, de la question de l'Alsace-Lorraine. Et donc, voilà, c'est un discours qui a un retentissement considérable à l'époque, dans au moins 50 journaux français, 50 journaux allemands, et qui donne sans doute qui est une des raisons pour lesquelles. Pour vous donner une idée de ce qu'est Destournel de Constant à la Belle Époque, vous avez cette conférence interparlementaire franco-allemande de mai 1914, qui réunit donc des parlementaires de France et d'Allemagne. Et vous voyez les deux personnages autour du député allemand Konrad Haussmann, qui sera d'ailleurs un des premiers ministres de la République de Weimar en fin 18, début 19. Eh bien, vous avez en gros les deux tenants de l'internationalisme à l'époque, l'international socialiste Jean Jaurès, que tout le monde connaît, et le leader de l'internationalisme libéral, Paul Destournel de Constant, qui lui a été oublié. Et donc voilà, pour vous donner l'ampleur et l'importance du personnage à l'époque, on est ici sur un personnage vraiment qui joue un rôle fondamental. Alors à titre, là aussi, pour vous montrer en quoi il a souvent une vision extrêmement novatrice de son temps, c'est un homme qui s'intéresse à toutes les nouveautés, à la fois artistiques. Il a été l'un des premiers à connaître Monet et à peindre avec Monet dès 1878. Donc, comme Clémenceau, c'est un grand ami de Monet. Rodin a fait son buste. Donc il est vraiment intéressé par les avant-gardes et il se passionne pour l'aviation et il joue un rôle pionnier. Il est considéré comme un des pionniers de l'aviation puisque en 1908 il va faciliter les vols des pionniers de l'aviation français à Issy-les-Moulineaux. Le ministre de la Guerre ferme à un moment leur terrain et donc il leur permet de voler donc à partir de l'été 1908 après cette interruption. Et puis il favorise aussi les essais de Wilbur Wright au Mans, un autre Américain, venu lui de l'Ohio, Wilbur Wright, qui réalise les premiers essais au monde donc réussis, démontrant de façon systématique qu'il sait décoller, voler, tourner. Donc on est dans la maîtrise du vol réel qui est présentée ici par ces Américains. Il joue un rôle ici très important dans ce domaine. Et on voit que lui-même, et c'est écrit dans sa correspondance, et la lettre, nous l'avons publiée évidemment dans le livre, il va lui-même participer en 1915 à un premier vol au-dessus de sa propriété que l'on nous distingue ici, près de La Flèche dans la Sarthe, à Créan. Voilà, donc avec cette magnifique image où on voit Destournel en aviateur. C'est une image qu'on a retrouvée ici, enfin que tu as retrouvée toi dans les archives américaines. Voilà, c'est pas anecdotique parce qu'il continue à se passionner pour l'aéronautique pendant la Grande Guerre et il est à l'origine de la première convention internationale de navigation aérienne qui sera signée en marge du traité de Versailles en octobre 1919.
Un texte qu'il discute d'ailleurs en premier lieu, dès le début de l'année 1919, directement avec Winston Churchill, qui est ministre à nouveau de la guerre à cette époque-là. Donc c'est aussi un pionnier de l'aviation, et parmi bien d'autres éléments que l'on pourrait évoquer. Alors, Butler. Donc l'autre protagoniste, notre deuxième héros, Nicholas Murray Butler, un profil totalement différent puisque d'un côté nous avons quand même un descendant d'une famille aristocratique. Ici nous avons un pur produit des États-Unis tel qu'il apparaît surtout au lendemain de la guerre civile. Il est important de savoir que dans tout l'entourage de Carnegie, son équipe, ce que j'ai appelé les Carnegie Men, ce sont des hommes qui sont nés ou ont grandi au lendemain de la guerre de sécession. Cette guerre les a terriblement marqués. Nous, d'ici, en tant que Français, on oublie ou on ignore un petit peu l'impact de cette guerre, mais quelque part, même à 40 ans et plus d'écart, elle préfigure de beaucoup de façons la Première Guerre mondiale. Notamment en ce qui concerne la guerre dans les tranchées, les enjeux que représente la population civile, l'incendie de Gettysburg, c'est quand même pas une vue de l'esprit, ce que représente le civil dans la guerre, c'est dans ce creuset que naît et grandit en fait Nicholas Murray Butler, puisqu'il naît en 1862 et que la guerre civile s'achève en 1965. Donc, il naît dans le New Jersey, un milieu très simple. Il se fait tout seul, à la force du poignet. Il est diplômé de l'Université de Columbia, une université avec laquelle il va avoir une relation qui va durer toute sa vie, puisqu'il en est nommé le président en 1902, et il va rester président de l'Université de Columbia jusqu'en 1945. Il décède en 1947, donc vraiment toute sa vie est consacrée à cette université. Il en devient le président et il fait de ce qui était un petit college, une petite université américaine située dans Manhattan, qui était encore cette partie-là était encore littéralement un terrain vague. Il en fait l'université prestigieuse qu'elle est devenue aujourd'hui. Et donc, c'est à la fois Nicholas Murray Butler, c'est donc à la fois un homme qui s'est fait tout seul, c'est un éducateur dans l'âme. C'est donc le président de l'Université de Columbia, prix Nobel de la paix également en 1931, et surtout c'est un internationaliste. C'est un homme qui croyait dans les relations internationales, c'est là où il rencontre Carnegie et que les deux hommes s'entendent extrêmement bien. Il avait une idée prémonitoire de ce que le monde allait devenir en termes de mondialisation. Et il voyait les relations internationales et leur évolution à travers l'évolution de l'économie. Ce qui est très intéressant dans l'échange entre Carnegie, Destournel et Butler, c'est le rôle de l'économie et je dirais même de la finance dans les échanges au niveau international. Il avait compris que quelque part ces échanges allaient à la fois faire éclater la notion des frontières entre les pays et en même temps réduire la planète parce que les enjeux financiers allaient devenir de plus en plus intenses et que donc les relations entre les pays allaient quelque part se rapprocher. Donc l'économie et la finance sont en quelque sorte le moteur dans les relations internationales. Pour Butler comme pour Carnegie, le monde aussi devait être régi par un vecteur commun qui était donc le droit international. Ce droit international émerge à la toute fin du XIXe siècle, se concrétise avec les deux conférences de la paix qu'on vient d'évoquer de 1899 et 1907, et c'est l'idée que si on doit quelque part organiser la guerre, il faut aussi organiser la paix. Et cette paix doit être organisée en fonction d'un règlement, donc encore une fois, ce droit international. Donc Butler est à la fois une personnalité tout à fait anachronique même pour son époque. Pour la petite histoire, il avait un caractère épouvantable. Il était extrêmement autoritaire, très imbu de lui-même, au point que, par exemple, il avait une relation tout à fait privilégiée avec le New York Times et que quand il devait envoyer sa carte de vœux, elle était tout simplement en page de garde du New York Times. Son carnet d'adresses était absolument sans fin. Il venait très souvent en Europe, tous les ans à peu près. Il était reçu comme l'ambassadeur, encore une fois, non officiel des États-Unis.
Et donc un impact qu'il a laissé, je pense, et qui malheureusement est un petit peu oublié aujourd'hui. Donc on a encore une fois, ce qui est le sujet de notre livre aussi, cette triangulaire entre un milliardaire américain qui veut redonner vers la fin de sa vie ce qu'il a pu construire comme richesse phénoménale matérielle, mais qu'il veut redistribuer à travers l'éducation. On a un sénateur et un homme d'État, un homme politique français, et on a un éducateur américain qui s'est fait tout seul à la force du poignet et dont le moteur dans la vie est vraiment de promouvoir une éducation et surtout de former aussi une opinion publique à l'échelle internationale. Parce qu'il y a toujours cette idée de si les gens sont éduqués, alors peut-être que les conflits pourraient être vus d'une autre façon. Alors peut-être pour venir un peu dans le contenu, vous avez fait allusion tous deux aux qualités d'expression des deux personnages. On peut commencer par, vous parlez de l'économie, il y a une lettre, il y a un échange de lettres de Butler, j'ai oublié les dates, mais on est au milieu de la guerre, on ne sait pas encore qu'on est au milieu de la guerre, parce qu'il n'y a que nous qui sachons quand cette guerre va se terminer, mais eux quand ils écrivent, ils ne savent pas du tout quand ça va se terminer. Ils attendent que, pour eux c'est long. D'ailleurs, c'est une des qualités de la correspondance, je m'excuse cette petite parenthèse, c'est que ces gens, pour nous, c'est simple, on met correspondance 14, 19. Les dates sont claires. 14, 18, c'est la guerre, 19, c'est les traités. Il est évident qu'eux, quand ils écrivent, ils ne savent. Au tout début, on pense que ça ne va pas durer très longtemps, mais après, c'est sans fin. Enfin, on ne sait plus. Enfin, eux-mêmes ne savent plus du tout combien de temps ça va durer, puis ça devient de pire en pire. Et donc, on a aussi cette ambiance qui était celle de tout le monde entier. Ça n'en finit pas, et ça n'en finit pas, c'est de pire en pire même. Alors, je reviens aux lettres. Il y a une lettre extraordinaire où, comme ça, en parlant, ils font allusion à un de leurs correspondants qui est japonais. Et ce japonais était un universitaire japonais, enfin, quelqu'un d'important. Et il y a une espèce de vision foudroyante du fait que la Chine va devenir l'usine du monde, parce que la Chine, certes, ça va très mal en Chine à ce moment-là, donc ils écrivent en pleine guerre de 14, que la Chine, vraisemblablement, va devenir l'usine du monde, que ça va bouleverser l'économie mondiale, que ça va renverser tout le rapport, et que la seule chose qui les inquiète, là, il faut une petite erreur d'interprétation, la seule chose qui les inquiète, quoi qu'ils aient raison à court terme, c'est l'attitude du Japon face à la Chine. Parce que pour eux, le Japon, c'est la Prusse, et la tentation militaire du Japon est telle qu'ils pensent que le Japon va mettre la main sur la Chine et que la puissance de la main-d'œuvre chinoise alliée au savoir-faire japonais va créer un phénomène, une commotion industrielle énorme. Ils se trompent que sur une chose, c'est que le Japon, finalement, n'aura pas mis la main sur la Chine, mais que le Japon va faire des guerres très cruelles qui vont être, dont on connaît, pas besoin de revenir sur l'histoire. Mais tout ça, on est, je crois, en 16 ou 17 quand ils écrivent cette lettre, et où c'est même assez saisissant. En pleine guerre sur les fronts d'Occident, les voilà qui sont en train de parler de ce que va devenir la Chine. À l'époque, la Chine, je crois que ça va être Yuan Shikai qui doit être le général, les conflits ont décomposé, l'empire est fini, il y a un chef militaire de la guerre qui domine les choses. Le Japon hésite entre soutenir les Alliés ou soutenir les Allemands, mais finalement, il choisit de soutenir les Alliés, mais bon, c'est pas sûr. Et il prévoit le militarisme japonais, l'expansion commerciale incroyable de la Chine, les capacités de la Chine à se développer, et c'est tout de même en pleine Première Guerre mondiale assez incroyable. Et c'est un exemple de, notamment Butler, là, qui a des analyses. Et on va revenir sur Destournel parce que vous avez parlé de... On va partir sa lettre où il décrit son voyage en avion. Donc, il est chez lui, on est donc en 15, c'est ça, je pense. Et il faut qu'il rejoigne vite Paris. Et on lui explique que plutôt que de prendre le train, qui, je crois, prend 4h30 à l'époque, à peu près, 4h30 de train, pour aller de la Sarthe à Paris, maintenant ça va plus vite, on lui dit, prends l'avion, ça dure qu'1 heure. Donc il fait son testament, sa femme refuse de monter dans l'avion, il s'habille en aviateur en mettant sa doudoune, son truc, avec sa moustache qui est cachée par son truc, sa femme l'oblige à faire son testament tout de même, parce qu'on ne sait pas s'il va arriver, et donc il monte dans l'avion et il voit pour la première fois de sa vie la France vue d'avion. Pour un homme qui a étudié en bon intellectuel français, en bon historien, c'est un homme qui a étudié toute l'école géographique française, qui était très importante à l'époque, parce qu'à l'époque, on définit la France par ses frontières naturelles, son relief, etc. Et il voit la France, la France, il connaît sa région. Il part de la Sarthe, il va aller au Bourget, déjà le Bourget. Et donc, il voit ça, il fait froid, il est en haut, il a très froid, parce que c'est de jour, on ne voyage pas de nuit. Il voit tout ça, et
il a une vision là. Alors, c'est intéressant de manière anecdotique, c'est très bien écrit, mais c'est lié à une vision historique, géographique, économique, et toute sa culture et toutes ses intuitions ressortent simplement parce qu'il voit la carte de France réelle. Il ne voit plus une carte de France sur le papier, il la voit. Et cette lettre est un peu longue et qui est presque anecdotique par rapport à toutes les lettres géniales de cet ouvrage. Cette lettre montre d'abord ses qualités d'écriture parce que c'est passionnant à lire, c'est drôle, c'est profond, c'est plein de révélations. Et c'est pour dire que, alors, Butler, c'est factuel. D'ailleurs, Butler, en général, c'est des notes. Butler décrit, Butler informe et Destournel décrit. Mais les lettres de Butler, effectivement, elles sont, c'est CNN, si on doit dire aujourd'hui, voilà. Donc c'était extrêmement rapide. Mais c'est bourré d'informations. C'est beaucoup d'informations, mais en fait, il informe son interlocuteur. Et Destournel est beaucoup plus, évidemment, à ce style beaucoup plus fleuri, beaucoup plus élaboré. En fait, on va dire élaboré, c'est pas fleuri. Il n'est pas fleuri, parce qu'il n'y a pas d'effet de style. Il est élaboré, parce qu'il sait écrire. Mais il n'abuse pas des adjectifs, il n'y a pas d'effet joli. Enfin, ça dépend du goût. Moi, je trouvais qu'il avait un style très classique. La parisienne, c'est fleuri, hein. Ah, mais c'est pas... Enfin, on va pas faire une dispute sur ce que c'est qu'un style fleuri. Mais c'est quelqu'un qui a une direction classique, il connaît la prose du XVIIe siècle, il sait ce que c'est qu'une belle période. Son contemporain Proust n'est pas si éloigné de ce point de vue-là. Et en même temps, il a comparé aux gens qui écrivent à son époque et qui écrivent dans le genre bien visible, il a une grande économie d'adjectifs, très peu de petites recherches de mots rares et de choses comme ça. Il est efficace aussi. En revanche, il a une prosodie assez ample et très belle. Mais pour moi, c'est un Français justement sans maniérisme. Il est classique, il est sans maniérisme, mais il a une capacité à saisir l'instant. Le rapport à Proust est différent. Proust, c'est une autre style. Mais enfin, Proust, c'est pareil. Proust n'a pas un style fleuri, contrairement aux jeunes filles en fleurs dont on parle. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est d'en venir, parce qu'elles vont fixer le ton de l'ouvrage, aux toutes premières lettres. Dans les premières lettres qu'envoie Destournel qui parle de France, il y a une lettre incroyable, je crois qu'on est en septembre 1914. Imaginez, en septembre 14 commence une guerre dont on pense qu'elle va durer une saison et qu'on reviendra faire les moissons ensuite. Et donc en septembre 14, il écrit, alors que la France est quasiment défoncés. Les Allemands sont là, ils sont tout près. En quelques semaines, les Allemands sont aux portes de Paris et l'armée française est déconfite et c'est la panique. Enfin, est-ce qu'on va s'effondrer? On pense que 1870 va recommencer, c'est-à-dire un coup de génie des Allemands, paf, qui renverse tout, puis nous qui ne pouvons plus rien. Il y a déjà eu beaucoup de morts. Et donc en septembre 14, il écrit avec un aplomb incroyable, alors qu'il est, comme vous l'avez dit, très obscur. Il est en politique, il est fini, il est dans son coin, personne ne s'intéresse à lui. Les partis, il n'est pas pour la guerre. Alors il est pour que la France se défende, mais il n'est pas pour la guerre. Donc il est politiquement très amoindri. Il existe grâce à son ami Butler, et il explique à Butler, bon, on va gagner cette guerre. C'est même assez incroyable. En septembre 14, au moment où plus personne ne pense, tout le monde se demande si on ne va pas la perdre radicalement. Il écrit, on va gagner la guerre, et il écrit en plus, on va la gagner, on va très maltraiter les Allemands. On va les humilier. Donc, ce qui va se passer, parce qu'on est bête, parce qu'on veut prendre notre revanche économique, on veut piquer les marchés des Allemands. Les Anglais veulent repiquer aux Allemands ce que les Allemands leur prient. Nous, on va essayer de s'industrialiser un peu sur le dos des Allemands parce qu'on est moins bons. Et donc, on va les humilier, on va mettre nos principes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les Allemands vont se remilitariser. Et vraisemblablement, quand on aura... Il écrit en septembre 14, on va gagner la guerre, on va signer un mauvais traité, on va humilier les Allemands. Et c'est terrible parce qu'on n'a pas compris une chose, c'est que les Allemands, ils vont se remilitariser, ils vont refaire la guerre. La seule chose qu'ils ne prévoient pas, ce sera le mode nazi de militarisation. Ça, il ne peut pas Bon, c'est très difficile de prévoir à cette époque-là. Mais il dit tout de même, on abattra l'Empire disparaîtra, le système impérial, il y aura un régime autre, démocrate, enfin, entre guillemets démocratique, parce qu'ils y croient beaucoup à la démocratie, mais l'armée, le militarisme va reprendre, pas les Allemands, le militarisme va reprendre le dessus, et donc une autre guerre aura lieu parce qu'on aura mal négocié les traités. Et de penser que quelqu'un écrit en septembre 14 tout ça, et qu'après, on a déjà le génie intuitif du personnage, et après, bien sûr, il va assister à mille choses, il va voir, il y a pratiquement à la même époque une lettre où il décrit l'arrivée des Allemands à Senlis. Il a décrit très précisément, on voit qu'il s'est documenté. Et ce qu'il décrit, grosso modo, si vous avez lu les journaux à l'époque, c'est l'entrée de Daesh à Raqqa.
C'est effrayant. C'est une arrivée d'une armée organisée pour détruire, qui détruit très précisément ce qu'elle a à détruire, c'est-à-dire qui inventorie tous les lieux, qui met des produits inflammables, qui les pille d'abord, qui fait l'inventaire de ce qu'elle pille, parce que ça peut être récupéré. C'est organisé. Le pillage est organisé à la fois pour saisir les richesses de l'endroit, mais aussi pour terrifier. Parce que la terreur est très importante. Et cette description est saisissante, parce que vous savez qu'à Senlis, les Allemands donc, ont pris le conseil municipal, ont fusillé le maire, ont fusillé les gens, ont tué des civils, mais aussi pour faire en sorte qu'on ne résiste plus jamais. Et en même temps, ce sont les officiers, et toute l'armée est organisée pour piller et détruire. Et c'est là où c'est plus les Allemands, c'est le militarisme. C'est-à-dire c'est une clique militaire organisée qui agit de manière très raisonnée et assez froide et d'un rationalisme profond. Et la lettre est assez longue. La lettre est quelque chose des choses les plus bouleversantes qu'on puisse lire sur une des premières violences faites aux civils, les crimes de guerre. C'est un crime de guerre. Et je pense que là, on a bien montré les qualités littéraires des deux personnages. Alors, il distingue justement, malgré tout, encore à ce moment-là, le peuple allemand et le militarisme prussien. Et c'est une distinction qu'il fait qui n'est pas très courante à l'époque, puisque dans la presse, vous lirez tous les titres contre les barbares. Voilà. Donc lui fait cette distinction encore véritablement pendant toute la guerre, sauf à deux moments. En 1917, alors peut-être qu'on peut montrer l'image, on montre un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave, là, le plus important c'est de saisir les choses. À deux moments, en 1917, lorsque l'armée allemande se retire pour des raisons stratégiques sur le chemin des Dames, il y a une opération, il se retire d'à peu près 20 km, libérant la ville de Noyon, laissant la ville de Noyon. Et au fur et à mesure qu'ils se retirent, ils détruisent systématiquement tout. Vous avez ici une photographie qui est prise du village de Moïdlen, qui n'est pas très loin de Saint-Quentin. Et donc, tout ce qui peut servir d'observatoire est miné, détruit. On va scier les arbres, ils empoisonnent les puits. Et là, clairement, alors Destournel, qui est toujours très curieux de la vérité des faits, se rend sur place, et c'est ce qu'il a fait déjà à Senlis. Il ne se contente pas de ce qu'il lit dans les journaux. Il veut absolument faire véritablement une enquête sur place. Et d'ailleurs, tu pourras en reparler, mais une logique qui s'inscrit dans la démarche de la dotation Carnegie elle-même. Et il décrit tout ce qu'il voit, et il est horrifié par ce qu'il appelle la culture de la haine. Et c'est vraiment dans quelques lettres en 17 notamment, où on le voit utiliser le mot Boche, et où là, il considère que l'ensemble des Allemands sont rentrés dans cette logique de violence. Puis la deuxième fois, c'est lors du bombardement de Paris, au printemps 1918, où il estime que, logiquement, justement, le droit international et les conférences de La Haye, celle de 1907, avaient interdit les bombardements des villes. Et donc là, il y a une transgression claire de cet encadrement juridique de la guerre. Et donc là encore, on le retrouve avec des mots assez durs. Et puis, rapidement, et notamment dans la sortie de guerre, il va considérer que la seule nécessité pour les États d'Europe et du monde, c'est d'arriver à dépasser cette hostilité de part et d'autre, et qu'il faut absolument faire sa place et de rendre sa place au peuple allemand, comme un négociateur d'ailleurs à égalité, de telle manière à éviter ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une revanche. Voilà. Alors l'idée qu'une guerre puisse entraîner ou qu'un mauvais conflit, plus exactement, les mauvais principes d'un conflit, les mauvaises raisons d'un conflit entraînent et la guerre et la révolution sociale, c'est une idée qu'il a dès 1902-1904. Dans les premiers textes, on le voit. Si nous avons une guerre, et si c'est une guerre, la fameuse grande guerre européenne, nous aurons et la guerre et la révolution. Donc il y a un aspect assez visionnaire, et lisant d'ailleurs les travaux de son grand-oncle qui était le philosophe Benjamin Constant, et notamment l'ouvrage publié à la fin des guerres de Napoléon, L'esprit de conquête, il considère comme son aïeul qu'un pays qui fait la guerre, même s'il est vainqueur, de toute façon a perdu puisqu'il s'est ruiné. Il considère donc que de cette manière-là, toute guerre est de toute façon d'emblée une défaite, et c'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que tous les États
soient conciliés entre eux, se mettent d'accord, hein, et son grand travail d'avant-guerre, c'est justement de faire en sorte de concilier autant que faire se peut les différents États pour éviter cette conflagration que sera la Première Guerre mondiale. Alors, une petite parenthèse avant d'en venir à un autre thème fondamental aussi du livre, c'est vous citez son récit remarquable donc du bombardement de Paris très tard, en 1918. On est en 18 et Paris est bombardé aussi par des avions. À la manière c'est pas des bombardiers comme la Seconde Guerre mondiale, mais c'est tout de même les bombes vont tomber dans Paris. Et il y a deux descriptions de bombardements qui sont faites. Et donc il est au Sénat, comme vous le savez, le Sénat c'était à côté du théâtre de l'Odéon, c'est tout près du théâtre de l'Odéon. Et donc il parle du fait qu'il y a une représentation théâtrale à l'Odéon, que les bombes commencent à tomber pas loin, et que le public, enfin les acteurs s'interrompent et demandent au public, on s'en va ou on continue à jouer? Et tout le monde dit, on joue. On ne fait pas un périmètre de sécurité, puis on évacue. Eh bien, on continue à jouer parce qu'on les aura et ça leur apprendra. Ils verront bien qu'on va continuer donc, ils continuent à jouer au théâtre. Et la suite c'est une autre lettre, je crois. Donc, il est toujours au Sénat. Et à l'époque, cette époque heureuse, il y a un tram qui va du Sénat, donc de l'Odéon, jusqu'à son quartier, c'est-à-dire du côté du Trocadéro, là où il habite. Et il y a une ligne directe, tram, qui fait Odéon-Trocadéro. Il prend le tram et puis le tram s'arrête place de l'Alma. Et il s'arrête parce qu'il y a le marché de l'Alma à ce moment-là, puis vraiment là tout est bloqué, donc il s'interroge, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est interrompu parce qu'une bombe est tombée. Une bombe allemande est tombée sur le marché, et donc des gens ont été blessés, il y a quelques morts, je crois aussi, et on est en train de tout évacuer, donc on ne peut pas passer tout de suite. On finit par, d'abord, il décrit que le marché reprend. Les gens sont évacués, le tram continue son chemin, et à ce moment il dit, mais la personne qui conduisait, une très jeune fille, était admirable, elle n'a pas faibli, elle a franchi les trucs, elle a continué son chemin. Et il décrit donc le fait que, en effet c'est très connu, à ce moment-là il n'y a plus d'hommes pour faire beaucoup de métiers, ce sont des femmes. Et il décrit très bien cette jeune femme qui est en train de conduire son tram. Alors vous me direz c'est un petit événement, mais la manière dont c'est raconté, on a la vie de Paris, on a tous les changements sociaux, le marché à l'Alma qui tient, on a cette jeune femme qui conduit un tram alors qu'il y a des bombardements, on a l'attitude... Et c'est une des... Et bien sûr, c'est lié à... Après, il y a des réflexions, c'est pas uniquement des descriptions de l'instant, mais ça, c'est extraordinaire. Alors, j'en viens peut-être à un autre thème fondamental du livre aussi, c'est leur réflexion sur... Puisqu'il faut éviter les guerres, il faut en arrêter avec cette violence, avec cette ce qu'on n'appelle pas encore la brutalisation de la société. Ils croient profondément à l'instauration d'un ordre économique et démocratique important. Donc tout leur travail, c'est maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour qu'une Europe, et que l'Europe existe comme entité économique, parce que c'est le seul moyen d'éviter le déséquilibre qui existe, et aussi comme entité démocratique. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a quasiment pas de... Les deux vraies démocraties en Occident sont l'Angleterre et la France. L'Angleterre est un royaume très démocratique. La France est une république démocratique. Tous les autres pays ont soit des monarchies fortes, mais des régimes qui ne sont pas démocratiques. Et le régime allemand est un régime où il y a un parlement, une démocratie, mais qui est un régime extrêmement autoritaire, avec un impérialisme qui n'est pas simplement l'empereur Guillaume, qui est un régime militaire. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est qu'on crée, bien sûr l'Empire austro-hongrois avec ses problèmes, ils veulent qu'on crée des démocraties et que ces démocraties soient liées à un comportement économique. Et c'est une autre constante de leur correspondance. Oui, alors je pense que avant vraiment de parler de l'économie, parce que là il faudrait parler des 3 divisions de la dotation Carnegie, moi je voudrais revenir un petit peu reprendre sur ce que vient de dire Stéphane et l'enquête sur le terrain. Descendal de Constance se rend donc plusieurs fois sur le front parce qu'il veut voir de lui-même ce qui se passe. Et là, on peut faire un lien avec la dotation Carnegie qui a eu cette idée d'une enquête. Donc, comment rapporter la guerre? C'est aussi en allant sur le terrain et en dénonçant ou en rapportant ce qu'on voit à travers un angle particulier pour l'époque, c'est le civil. Le civil est le personnage principal dans la façon d'aborder la guerre pour les gens de chez Carnegie. On oublie les récits de bataille, puisqu'il y a pratiquement, sur toute cette correspondance, encore une fois, de tous ces milliers de pages, il n'y a aucun récit de bataille. Il n'y a guère que Verdun,
qui est plus un siège vraiment qu'une bataille, et la guerre sous-marine, puisque le sous-marin, comme l'aviation, les avions, sont des outils modernes de conduire la guerre, mais sinon, il n'y a pas de récit de bataille. Donc, le personnage principal de cette correspondance de guerre, c'est le civil. Et qu'est-ce que le civil dans la guerre ? Or, ce qu'encore une fois, la dotation Carnegie met en avant d'une façon extrêmement novatrice, c'est quel est le rôle du civil, comment le défendre, quel est son statut et quels sont ses droits. Avant 1914, il y a deux autres guerres qui s'enchaînent l'une derrière l'autre, qui sont les guerres dans les Balkans. Et là, la dotation Carnegie, encore une fois, d'une façon extrêmement novatrice, envoie une commission internationale. C'est la toute première fois dans l'histoire, en tout cas de l'Europe, même je pense à l'échelle de la mondiale, qu'une commission internationale est formée pour aller enquêter sur le terrain sur la façon dont les civils vivent la guerre. Cette commission internationale va pondre un rapport de 400 pages qui, encore une fois, pour la toute première fois de l'histoire, établit quel est le statut du civil en temps de guerre. Comment le protéger ? Et quand je dis le civil, c'est non seulement les femmes, les enfants ou les personnes âgées, mais ce sont aussi les prisonniers, les personnes déplacées et le corollaire au civil, le soldat, le civil qui devient un soldat et le soldat qui va redevenir un civil. Tous ces thèmes-là sont abordés. Et en effet, quand on y pense, un soldat qui est sur le front pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, comment est-ce qu'après, il se retrouve dans la vie civile ? Et Destournel, tout comme Butler, se pose la question. Ces jeunes hommes qui n'auront pas fait d'études, qui n'auront pas travaillé pendant tous ces mois, ces années, comment les réintégrer dans la vie civile ? Comment reprendre le monde du travail ? Il y a un côté toujours très pragmatique dans leur approche de la guerre. D'une façon intéressante aussi, ils se disent, mais est-ce que sans éducation, on revient toujours sur cette idée d'éducation, comment est-ce que ces hommes vont réintégrer la vie civile ? On est loin des gueules cassées. D'ailleurs, ils n'en parlent pratiquement pas. Ils parlent un peu des conditions de vie dans les tranchées, mais très peu. Par contre, encore une fois, la condition du civil dans la guerre. Et donc, pour revenir à cette guerre des Balkans, et qui est encore une fois un apéritif de la Première Guerre mondiale, là encore, la chronologie bouleverse complètement... cette correspondance bouleverse la chronologie de la guerre. On n'est pas du tout dans une guerre 14-18. On est dans une guerre 12-23. On est dans une guerre qui dure presque 10 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec le recul du temps, les historiens, à la fois ici, mais aussi aux États-Unis, commencent d'une façon intéressante à intégrer même la Deuxième Guerre mondiale. On irait vers une guerre de 30 ans. Une guerre qui aurait commencé en 12 et qui se serait achevée en 45, avec un intervalle d'environ une dizaine d'années, si on va de 23-24 jusqu'à 36 avec la guerre d'Espagne. Donc il y a là un bouleversement de la chronologie en ce qui concerne non seulement la Première, mais voire la Deuxième Guerre mondiale. Cette correspondance m'a également fait exploser le cadre géographique. On est très très loin du front franco-allemand. Comme on vient de vous le dire, on fait rentrer en jeu la Chine, on fait rentrer en jeu l'Asie, le Moyen-Orient. On nous décrit la prise de Bagdad, une victoire anglaise sur les Allemands. Donc encore une fois, là, on explose le cadre géographique. Et on fait bien sûr, encore une fois, intégrer l'économie et les finances. Est-ce que la guerre rapporte financièrement ? C'est une question qu'il se pose. Est-ce que la guerre, après tout, est un incitateur d'une nouvelle façon de voir l'économie ? Est-ce que la guerre est profitable ? Oui ou non ? Donc on a, à travers toute cette correspondance, des curseurs qui bougent, chronologiques, géographiques, sociales, moteurs dans l'économie, moteurs dans la vie d'un pays. Donc ça, c'est encore une fois un des intérêts de cette correspondance. Je ne sais pas si tu veux... Alors, parmi les documents qu'on a pu montrer, et ils ont leur intérêt, tous les documents que vous avez là, ce sont des documents que Destournel envoie à Butler.
Alors, notamment, beaucoup d'images de la destruction de la cathédrale de Reims, qui est signe pour ces hommes, de la même manière que la destruction de la bibliothèque de Louvain, la barbarie du militarisme prussien, plus que d'ailleurs du peuple allemand, comme je le disais tout à l'heure. Celle-ci ne l'est pas, mais parmi les autres images, voilà, toutes celles-ci, donc issues de la presse, de cartes postales, voire même de l'expérience personnelle, puisque vous avez ici le fils de Paul d'Estournel de Constant, donc qui est aviateur, et donc il y a des photographies qu'il va adresser lui-même justement à Butler, en évoquant d'ailleurs dans les lettres l'expérience de son fils lorsqu'il apprend le pilotage, lorsqu'il est blessé en 1917, voilà. Donc d'autres images, vous voyez, très personnelles ici, qui permettent de donner une vision de la façon dont la France est mobilisée où tous les civils sont mobilisés pour le conflit. Vous avez également énormément d'images de destruction urbaine qui sont adressées. Alors le but est lequel ? Pour Destournel, c'est très simple. Le but, c'est de convaincre les États-Unis, qui sont neutres, par ces élites, d'entrer dans la guerre. Alors non pas pour s'ajouter aux forces et rentrer dans le combat patriotique contre l'Allemagne, etc. Non, pour accélérer le règlement de la paix, de telle manière à ce que le conflit puisse faire émerger un nouvel ordre international. Donc toute cette correspondance extrêmement importante vise à convaincre Butler en premier, mais tous les membres du conseil d'administration de la dotation Carnegie, donc les trustees, comme on les appelle, qui eux ont également des relais dans le département d'État, donc au plus près du président Wilson, de telle manière à ce que ces élites, justement, rentrent progressivement dans Je pense qu'on pourrait citer, on l'a reproduite sur des petits papiers, cette phrase très brève où il exprime, il dit « L'Europe a vaincu l'impérialisme ». On s'est servi, je crois, en exergue de cette phrase, parce qu'elle résume, je pense, sa pensée au tout début de la guerre. Vous savez, cette phrase où il dit quel sera le rôle des États-Unis dans un nouveau monde. Elle est au début. Je ne sais plus où exactement. Vous avez réalisé une petite plaquette en anglais. Elle est, je pense qu'elle est reproduite là. Elle est aussi reproduite sur la plaquette française, parce que c'est une phrase très brève, mais je trouve qu'il résume sa position. Non, tu ne l'as pas là. Peut-être qu'on l'a mise en 4e de couverture, si mes souvenirs sont bons. Ah, bon. Eh bien oui. Bon, bien, voilà. Là, on l'a cherchée, mais elle est simplement en 4e de couverture. C'est le seul texte qu'on n'a pas rédigé. Je me permets de vous la lire parce que c'est assez clair. Donc c'est du 11 septembre 1914. Vous, Américains, vous avez condamné et exécuté, il y a plus d'un siècle, l'impérialisme britannique. L'Europe, ensuite, a condamné et exécuté l'impérialisme napoléonien. Elle va maintenant, l'Europe, condamner et exécuter l'impérialisme germanique. Il s'adresse aux Américains. Profitez de cette triple expérience pour en finir dans votre pays, les États-Unis, avec l'impérialisme et pour rendre à l'Europe cet incalculable service de lui donner votre bon exemple. C'est-à-dire que c'est tout le messianisme américain que Destournel voit aussi qui existe aux États-Unis, mais ces efforts font... Les Américains ont détruit l'impérialisme britannique. L'Europe, et là on voit qu'il n'est pas nationaliste, Destournel, l'Europe a détruit l'impérialisme napoléonien. Maintenant, l'Europe aussi et les États-Unis devraient s'en prendre à l'impérialisme germanique, en espérant qu'au fond, les États-Unis vont rendre un incalculable service, c'est de donner par leurs institutions, leur économie, leur aspiration démocratique un bon exemple. Après, reste à savoir si ça s'est passé comme ça, mais on voit bien, je crois, l'idéologie qui guide les deux personnages. Alors, avant peut-être de laisser la place aux questions, on peut vous montrer aussi que cette correspondance, c'est pas simplement une correspondance entre deux hommes. Elle a un retentissement important, et notamment parce que, on l'a dit tout à l'heure, Nadine l'a dit, Butler a ses entrées au New York Times, si bien que à partir de l'automne 1914 et surtout au printemps 1915, certaines des lettres vont être... des extraits vont être choisis par Butler et par son secrétaire Haskell et vont être diffusés dans le New York Times. Alors le New York Times édite à peu près 50 000 exemplaires à l'époque.
Et au moment où ces lettres sont éditées, elles sont éditées à 300 000 exemplaires. C'est dire aussi l'influence que d'Estournel a outre-Atlantique, c'est-à-dire c'est un personnage qui est connu en Amérique. Et de ce fait-là, d'Estournel, pour lui, c'est vraiment la voix qui lui permet d'être lu par toutes les élites américaines et donc de convaincre les États-Unis de ce qui est en train de se passer en Europe, de telle manière à ce qu'ils puissent rentrer le plus vite possible dans le conflit. Et il fait la même chose du côté français, c'est-à-dire qu'il informe la presse française, notamment le journal Le Temps, mais on a ici le journal de Clémenceau, L'Homme enchaîné. Il diffuse des informations sur tout ce que les Américains font et notamment ce que fait la dotation Carnegie. Il le diffuse dans la presse française en 17, notamment surtout en 1917 au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, pour montrer comment la dotation joue un rôle évidemment dans la mobilisation pour mettre fin au conflit. Donc voilà comment cette correspondance qui semble être uniquement un élément intime entre deux personnes a finalement une connotation bien plus importante. Certaines des lettres sont même apportées au président. Les lettres de Butler sont apportées au président Raymond Poincaré. Poincaré la cite au moins une fois dans ses mémoires lors d'une entrevue avec d'Estournel en janvier 1915 et notamment lors de l'entrée en guerre des États-Unis, d'Estournel va adresser au ministère de la guerre et au ministre de la guerre qu'il connaît certaines des lettres qui notamment évoquent l'aéronavale et la situation aéronavale américaine. Donc vous voyez, on est là sur une correspondance qui a une dimension beaucoup plus large qu'on ne pourrait l'imaginer au départ. Je voudrais juste dire un mot aussi à propos de la diffusion aux États-Unis. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit avec les Américains, c'est que l'ennemi n'est pas forcément l'allemand. Dans une logique américaine, l'ennemi peut être aussi l'anglais. Il ne faut pas oublier à ce moment-là que la communauté irlandaise aux États-Unis est importante. Et pour les Irlandais, si l'Angleterre est défaite, peut-être que l'Irlande pourra devenir indépendante. Et il y a toute une partie aussi de l'establishment américain qui, à cause du blocus qui est mis en place par les Alliés contre les Allemands, il y a une perte de profit économique. Donc, d'un point de vue américain, l'ennemi n'est pas forcément systématiquement l'Allemand. Là aussi, il y a un bouleversement. Je vous ai parlé du bouleversement chronologique, du bouleversement géographique. On a aussi un bouleversement qui concerne la perception de l'ennemi. Et il y a notamment, à ce moment-là, dans la presse, et tout un mouvement de gens qui disent que, à cause du blocus, les bébés allemands ne peuvent plus manger, par exemple. On retrouve ça dans certains documents. Donc il y a eu, la perspective est quand même beaucoup plus fluide qu'on ne le croit. Et d'un point de vue français, ça bouleverse encore une fois certains curseurs. Donc c'est aussi tout un intérêt. Alors pour rendre hommage à nos deux amis historiens, avant que vous posiez quelques questions, justement sur ce thème, il faut saluer le fait qu'il s'agit d'une édition, bien sûr, des lettres qui ont toute leur qualité. Il y a des notes qui vous permettent de comprendre toutes les allusions dont nous avons perdu le sens. Les lettres ne se succèdent pas sèchement les unes les autres, elles sont toutes liées par un texte qui nous raconte, au fond, tout ce qui se passe entre les lettres, enfin, tout ce qui se passe dans le monde pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, si vous lisez cet ouvrage, vous aurez un récit complet de cette période, de ces événements, avec tous les renseignements. Il y a à la fin un petit glossaire qui vous permet de savoir qui sont les personnages, de ce qu'ils ont fait dans tous les pays du monde. Bien sûr, il y a un index. Enfin, il y a tout un matériel qui permet de reconstituer aussi le contexte et de ne pas se perdre dans des événements qui, moi, je l'avoue, malheureusement, je connaissais l'essentiel, la guerre de 14, mais tous les détails de la vie politique, parlementaire aux États-Unis, comme en France ou comme en Angleterre, mais en Allemagne, je ne la connaissais pas. Et là, tout est reconstitué, c'est qu'on peut suivre la guerre réellement. Si on n'y connaît rien, on a un récit très vivant. Et j'insiste dans les qualités des annotations de nos deux amis, c'est l'arrivée des sous-marins allemands dans le port de New York. Il y a tout de même ce passage extraordinaire où les sous-marins, comme l'Amérique est neutre, les sous-marins allemands arrivent à New York pour se ravitailler et pour aller couler des bateaux enfin des bateaux franco-anglais ou des amis franco-anglais. Et cette arrivée des sous-marins allemands à New York, accueillis de manière festive par la communauté allemande de New York, qui n'est pas rien, qui est importante. C'est rien que cette description montre la complexité du sujet. Enfin, à quelques mois avant l'entrée en guerre des États-Unis, des sous-marins allemands émergent à New York et se ravitaillent sous les applaudissements de la foule. Et voilà quelque chose qui nous-mêmes nous modifie beaucoup notre manière de voir. Ce qui veut dire que tout de même les Allemands ont gagné, ils sont allés à New York. Pour terminer peut-être sur une note un peu
plus paisible, puisqu'on on a beaucoup parlé du talent littéraire, mais on ne l'a pas lu. Donc peut-être quelques lignes, notamment en juillet 1919, alors que la paix est quand même déjà en train de se dessiner, Destournel décrit la femme parisienne. Alors c'est une des lettres vraiment les plus belles qui étaient de la correspondance. Alors je vous lis quelques extraits. Un extrait. Naturellement, dans la société, c'est la parisienne qui domine. Elle ne triomphe pas, elle règne, elle fait ce qu'elle veut, elle donne le ton. Dans la rue, la parisienne, quelle que soit sa condition, marche d'un pas plus assuré, vous regarde en face, sans embarras, chacune se jugeant l'égale des autres, prête à déconcerter les indifférents ou les incrédules par le dédain ou l'ironie de son regard, par un mot à l'emporte-pièce, un éclat de rire au besoin. Elle est chez elle sur l'asphalte de Paris. Le monde lui appartient. D'instinct, elle entend répondre de l'avenir et rendre confiance aux désenchantés. Elle a subi les angoisses de la guerre, mais il n'y paraît plus. Les femmes sont l'image parlante de la loi d'oubli. Elles ont mission de nous faire penser au plaisir et non au chagrin, à la vie et non à la mort. Il faut leur rendre cette justice qu'elles savent s'y prendre pour raccommoder les plus réfractaires d'entre nous avec l'existence. Voilà. Et je ne vous parle pas de la suite, je crois, de cette lettre, où il raconte comment il va dans une soirée d'aviateurs, où on danse, il est un peu âgé, il dit « je ne peux pas danser comme dansent les gens », parce que c'est les danses américaines qui arrivent. Donc, une manière très étonnante de danser tout le temps, de faire de la musique tout le temps, au lieu de séparer le repas des salutations, puis on danse après le repas. On danse tout le temps, on danse en mangeant, on chante en mangeant, on fait... Et il ne comprend pas très bien cette irruption de joie de vivre. Il la décrit très bien, en même temps il trouve ça pas mal. Les femmes sont très belles quand elles dansent, c'est pas du tout comme les danses d'autrefois, tout le monde se comporte bien, tout le monde est beau, c'est très amusant, mais en même temps il dit que cette joie est très étrange, parce qu'il trouve, bien sûr c'est joyeux, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de fou dans cette libération de la joie, de la rupture des conformismes, qui pourrait mener à un appétit pour la violence guerrière encore supérieur. Et par une sorte d'intuition extraordinaire d'une soirée d'aviateurs et de gens heureux, dont il ne nie absolument pas le bonheur, ni la joie de vivre, il se demande, mais est-ce que cette joie, c'est pas trop? Est-ce que cette recherche systématique de la joie et de la libération après tant d'années d'angoisse, de douleur et de mort et de chaos, est-ce que ça ne cache pas une sorte de volonté joyeuse d'aller vers pire? Et ça, c'est très troublant, parce que qui, à l'époque, a déjà saisi que tout ce qu'il allait faire la modernité des années 20-30 était peut-être aussi porteuse d'une violence supérieure, alors qu'on ne parle que de libération de joie, de décorsetage, etc. Et c'est très troublant. En même temps, c'est pas moral, c'est pas un rabat-joie. Il aime cette joie, mais en même temps, il se demande si cette joie va nécessairement produire du bonheur. Voilà, on peut peut-être se terminer sur cette réflexion et puis vous laisser la parole si vous avez des questions sur des points qu'on n'a peut-être pas abordés non plus, puisque on a assez peu évoqué leur conception de la paix à construire, les traités de paix, mais voilà. Monsieur, peut-être... S'il y a des questions. Au niveau de la France, de l'opinion particulière, des socialistes ou quoi, comment était reçu Destournel? Est-ce que son courrier, à cette époque-là, était connu, était encouragé, était critiqué, ou il était, en fin de compte, un peu seul sur ses points de vue? Qu'est-ce qu'il en était au niveau de l'analyse française? Votre livre dit bien ce qui se passe dans les relations, mais comment c'était vécu en France? Alors, par rapport aux socialistes, d'abord, Destournel donc, est un libéral, mais qui est lui-même assez fasciné par Jaurès, avec lequel il discute. Et sur, je dirais, le règlement international et avant-guerre, ils sont assez proches, finalement. Ils ont une vision assez similaire. Donc, il n'est pas particulièrement critiqué par les socialistes avant 14. À tel point, d'ailleurs, qu'il est l'un de ceux qui, le 4 août, prononce un discours sur la tombe de Jaurès, comme représentant du groupe de l'arbitrage auquel Jaurès participait. Pendant le conflit, je dirais de façon assez constante, il est mis à l'écart de tous les côtés, puisqu'il a prôné de toute façon le rapprochement franco-allemand. Donc il est considéré comme un défaitiste potentiel, puisque germanophile, et donc éventuellement un traître. Et cette vision-là, elle est d'autant plus importante à partir de 17, puisque c'est un grand ami de Joseph Caillaux. Joseph Caillaux, président du Conseil en 1911, qui aurait pu devenir président du Conseil en 17, est arrêté en janvier 1918 pour justement intelligence avec l'ennemi ou suspicion d'intelligence avec l'ennemi. Destournel va le soutenir, donc il est mis au banc.
Je nuance parce qu'on a découvert dans nos recherches que, du point de vue de ses fonctions, il retrouve, parce qu'il connaît très bien le monde américain, il retrouve des fonctions officielles en 17, notamment au niveau du Sénat, plus importantes, des missions. Donc il est écouté malgré tout plutôt à nouveau vers 19-20 lorsqu'il aura un avis sur la Société des Nations, où là, comme il défend la Société des Nations, il se retrouve ici avec une frange des socialistes, évidemment, qui défend les mêmes idéaux, et il est assez en phase aussi avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple. Voilà, pour vous répondre. Est-ce que vous avez dit sérieusement que vous alliez prolonger jusqu'en 1924 ? Parce que la façon dont se fait la paix le 11 novembre 1918, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas un travail de fond des gens pour la paix. Il a bien fallu trouver des gens qui viennent. C'est un peu complètement négligé. Donc, alors qu'ils avaient milité pour cette paix, elle se fait mal, et peut-être que ça va avoir un impact. Et de ce point de vue-là, ce serait intéressant de savoir s'ils reviennent sur la condition de la fin de la guerre au-delà de l'année qui passe. Aujourd'hui, dans le cadre du centenaire, il y a un certain nombre d'écrits et de recherches qui se font sur une nouvelle analyse du traité de Versailles. Georges-Henri Soutou a sorti un livre il n'y a pas très longtemps sur une nouvelle approche du traité de Versailles. On y travaille un petit peu. Je précise que le livre s'achève tout de même en 1919 par l'analyse que fait Destournel de Constant des grands discours de Clémenceau et je crois de Léon Bourgeois, il est au Sénat, il entend les gens faire leurs discours, il les écoute, il analyse leurs effets oratoires avec beaucoup de pertinence, même aujourd'hui dans la manière dont nous avons d'écouter des discours. Mais aussi, il analyse le contenu et il voit très bien, il y a déjà une analyse de l'échec ou de l'incomplétude du traité de Versailles. Parce que le livre s'arrête en 19, il ne s'arrête pas au moment de la ratification. Oui, donc en fait, ce qui se passe de 19 à 24... oui, on pourrait en faire un deuxième volet, on y songe, on peut l'envisager, mais il y a déjà quand même, il y a beaucoup de travaux en cours, et justement au niveau international, de gens qui réfléchissent un peu à ce qu'on appelle la sortie de guerre, ou les sorties de guerre. Et c'est pour ça que ça se prolonge actuellement avec ce courant historiographique. Et là, justement, et je peux le remercier à l'occasion, un des professeurs du département d'histoire de Columbia, qui aurait dû être là ce soir, Marc Mazover. Marc Mazover, cette année, a ouvert un cours sur cette notion d'une guerre de 30 ans. Donc, il va de 14 à 45. Donc, on va certainement... Ce qui est intéressant avec l'histoire, d'une façon générale, c'est que c'est une science qui est tout le temps remise en question. On redécouvre des nouveaux matériaux tout le temps, on trouve des archives tout le temps, on peut établir de nouvelles théories constamment. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et côté américain, c'est évident, ils attendent, pas le centenaire de la Deuxième Guerre mondiale, mais presque, pour pouvoir d'autant plus aller vers cette seconde guerre de 30 ans, donc qui irait de 12 à 45, avec cet intervalle très court. Mais la révision, en tout cas la nouvelle approche en ce qui concerne les traités de paix, d'ailleurs on ne parle plus du traité de Versailles, maintenant on parle des traités de paix. Et donc, on a réintégré Trianon, Sèvres, Lausanne, etc. On dit ouvertement qu'aujourd'hui, la guerre continue. Effectivement, la guerre ne s'arrête absolument pas le 11 novembre de 18, comme elle n'a pas commencé le 28 juin. Donc là, oui, il y a une nouvelle approche. Et notre livre, dans quelque sorte, s'inscrit dans cette nouvelle interprétation de l'histoire. Mais dans 20 ans, peut-être qu'on trouvera d'autres théories. C'est ça tout l'intérêt de l'histoire. Il faut être très humble vis-à-vis des sources. Et nous, on a pu découvrir cette très belle correspondance, mais qui pourra être interprétée. Et alors, une petite note sur les archives de la dotation Carnegie. Elle se révèle pleine de surprises. Il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on a trouvées, et puis des choses qu'on cherchait qu'on n'a toujours pas trouvées. Par exemple, on le sait, à propos d'une façon plus moderne d'approcher l'histoire, le support visuel compte énormément. Destournel envoie des photos, mais il a envoyé des films aussi. Et il a envoyé même des albums, dont
que je cherche toujours des albums de certains lieux qu'il avait choisis avant 14 et ensuite qui ont été bombardés pendant la guerre. Et il voulait que Butler les diffuse, que la dotation Carnegie les publie et les diffuse pour montrer justement l'échelle des horreurs qui étaient commises pendant la guerre. C'était très moderne pour l'époque. Aujourd'hui, des photos qui montrent l'avant et l'après, c'est commun, c'est banal. En 14-15, ça ne l'était pas. Et les films, c'est pareil. Et il y a des films, j'ai retrouvé les reçus des films, donc je sais qu'ils sont, mais les archives ne me les ont pas encore révélés. Donc il faut chercher. Il ne faut pas renoncer, il faut chercher. Merci. J'aurais aimé savoir quel a été le destin historiographique de cette correspondance. Est-ce que c'est une révélation complète ? J'imagine, oui, enfin j'ai lu le livre et que j'ai passé, mais ce que je voulais savoir, c'est comment, disons, dans la période entre les deux guerres, est-ce que des lettres étaient publiées, comme celles que vous nous montrez dans L'Homme enchaîné, est-ce que leurs idées ont été reprises par d'autres hommes politiques, ou est-ce qu'ils étaient vraiment très isolés ? Est-ce qu'on a des traces historiographiques de l'impact de cette pensée ? Alors la correspondance elle-même, elle sort du champ à ce moment-là. Elle n'est plus réutilisée et très peu d'extraits, à vrai dire, ont été véritablement publiés. Moi, quand j'avais commencé à travailler en 2009 sur cette correspondance, il y avait 10 pages connues. Enfin, les 10 premières lettres étaient connues, en partie d'ailleurs déjà mises en ligne, c'est tout. 10 lettres sur 1500. Donc le fonds avait été déposé par la famille dans les années 1980, non ? Ou avant même ? Avant 1900. C'est vers 1958. Oui, voilà. Ouais. Dans les années, ces années 50, mais l'inventaire lui-même a été réalisé un peu plus tardivement. Et donc, en fait, elles étaient d'une certaine manière inédites, d'autant plus qu'une partie était du côté américain. On a les lettres de 10 à 100 qui n'existaient pas du côté français, elles étaient du côté américain. Et aux États-Unis, jamais personne n'avait vraiment ouvert ces cartons. Voilà. Pour la diffusion des idées, elles continuent à être diffusées, notamment dans les milieux pacifistes français, et notamment l'Association pour la défense de la Société des Nations. On a une filiation qui existe avec des gens comme Aristide Briand. Aristide Briand va reprendre un certain nombre de thèmes traités déjà par Destournel, qu'il connaissait, ils sont contemporains, et notamment même l'idée de fédération européenne que Briand met en valeur en 1930-31. Il reprend le discours de Destournel de 1902, annonçant justement et demandant la création des États-Unis d'Europe, qui est un des textes que les pacifistes de l'époque connaissaient. Donc il y a bien une continuité. Destournel me rend 24, donc il est présent dans les toutes premières associations qui défendent la SDN. Il a encore des discours assez importants en 21 sur un en tête qui s'appelle « Que devient la Société des Nations ?» Et donc il nourrit finalement aussi tout ce réseau qui va se poursuivre au-delà de lui-même. Mais oui, il me rend 24. Briand a le prix Nobel en 1929-30, si je ne me trompe pas. Et donc, ces idées-là se poursuivent, mais sans que nécessairement il fasse référence à ce que lui-même a Destournel directement. Pas toujours, en tout cas. Mais il n'y a pas eu d'hommage à la Société des Nations pour leur travail ? Non. Par contre, il y a deux choses qui... Bon, les lettres en elles-mêmes, c'est une découverte. Ça, c'est une découverte entièrement. C'est le résultat d'une rencontre fortuite. Et on s'est rendu compte qu'on était assis sur certains documents des deux côtés. Et donc, on l'a littéralement... Là, on parle vraiment d'une découverte. Maintenant, en ce qui concerne leurs idées, c'est l'internationalisme a continué à être véhiculé par la dotation Carnegie durant l'entre-deux-guerres. Et là, c'est intéressant, c'est pas notre propos ce soir, mais il y a dans les dirigeants Carnegie qui ont été à Versailles, qui faisaient partie de la délégation américaine de Versailles, deux poids lourds
Carnegie, James Shotwell, qui est le directeur de la division économie et histoire, qui ensuite a produit, et là il reprend les idées d'Estournel comme celle de Butler, il a produit cette immense encyclopédie de la Première Guerre mondiale vue sous un angle économique et social uniquement. Et puis James Brown Scott, un expert en droit international qui était le directeur de la division de droit international et qui reste en poste jusqu'en 1940. Donc en ce qui concerne l'internationalisme, le droit international pour régir les relations internationales, les institutions de la Haye à la base de laquelle Andrew Carnegie en est l'auteur, littéralement, puisque c'est lui qui finance entièrement la construction du palais de la Haye. Si le palais de la Haye existe aujourd'hui, c'est Andrew Carnegie qui le finance de A à Z. Il était inauguré en 1913. Donc, les idées ont perduré. Et je dirais que jusqu'à aujourd'hui, la dotation Carnegie n'a pas renoncé à son internationalisme, ce qui est une ironie aujourd'hui, alors qu'on est dans la résurgence de tous ces nationalismes. Et c'est pour ça que ce livre a probablement tout son intérêt, puisqu'il défend un internationalisme, et surtout dans l'éducation, et une éducation de l'opinion publique internationale, alors qu'aujourd'hui, on est confronté à ces résurgences, encore une fois, pratiquement à l'échelle mondiale, du nationalisme. Donc... On va boire. Très bien. Merci. Je vais dire un petit mot. Je ne vais pas revenir sur le contenu du livre parce que je crois que je ne peux vraiment rien ajouter à tout ce que vous venez de dire. Mais vous dire que ça me fait bien plaisir qu'un groupe essaye de sortir de l'oubli mon grand-père. Et donc je remercie M. Tison, Mme Akound et M. Alma. Je pense que ce n'est pas votre nom, mais eh bien, d'avoir cette activité. Sur le plan familial, je suis né 5 ans après la mort de mon grand-père, donc je ne l'ai pas connu. J'ai toujours su que c'était un homme remarquable. Et j'ai oublié ce que je voulais dire, excusez-moi. Sur le plan personnel, c'était avant tout un homme d'une liberté d'esprit complète qui fait qu'il n'aurait jamais pu adhérer à un parti politique. Il était essentiellement démocrate et républicain. Il n'aimait pas beaucoup la droite de ce temps-là, au moins une bonne partie. Il était Dreyfusard, mais il avait une très grande rigueur morale et il a élevé ses enfants dans des principes tels qu'il ne faut jamais rester sans rien faire, il faut se rendre utile. Il ne faut pas s'asseoir dans un fauteuil, il ne faut pas être malade. Sa femme, il évitait de lui demander le matin comment elle allait, parce qu'elle allait toujours un peu de travers. Tout ça l'exaspérait. Et donc il était mu par une très grande passion de ses idées, d'abord, bien sûr, mais une grande passion générale. Il s'était battu en duel quand il était dans la diplomatie en Tunisie au début de sa carrière pour une jolie femme dont il estimait qu'on lui avait manqué de respect ou quelque chose comme ça. Et il était également très artiste. Il a fait beaucoup de peinture et c'était sûrement un homme. Moi, je ne suis pas littéraire, j'ai une formation scientifique, mais enfin, je m'intéresse quand même à la littérature et je rejoins votre point de vue.
malgré tout, votre comparaison avec Proust, autant je lis mon grand-père avec plaisir, autant Proust, j'ai du mal à avaler ces périodes qui peuvent faire 3 ou 4 pages. Là, vraiment, c'est... et voilà, et c'était un homme d'une très grande moralité, d'une très grande intégrité. Voilà. Et si ma mère a épousé mon père, c'est parce que c'était ses goûts artistiques qui le portaient vers la musique. Et comme mon père était un musicien, eh bien voilà, c'est comme ça que je m'appelle Le Guillard. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.